Capitaine Napoléon Maforika, bonjour. Bonjour. 3 couleurs, donc 3 questions au choix. Libre à vous de commencer par votre couleur de préférence. Écoutez, ma couleur de préférence n'est pas là, et c'est le bleu. C'est la couleur bleue. Je vois du vert, je vois du jaune, je vois du rouge. Je vais alors aller dans le même sens. Les couleurs nationales, je ne sais pas si c'est fait ADC. Donc j'ai choisi le vert. Le vert pour commencer. Voilà. Ah oui, il y a du bleu par ici. Les Béninois doivent-ils être fiers de leur presse telle qu'elle se comporte aujourd'hui? Lorsqu'on la compare à ce qu'elle a été sous les régimes successifs depuis le renouveau, pensez-vous qu'elle se professionnalise ou plutôt se vend de moins en moins cher? Les Béninois ont la presse qu'ils méritent. Les Béninois ont la presse qu'ils méritent, puisque C'est-à-dire la presse béninoise ne peut pas vivre, ne peut pas évoluer en dehors de son environnement. J'ai suivi ce week-end le ministre de l'économie et des finances qui a accordé une interview quand même à la presse internationale. Et je me suis dit toujours que est-ce que la presse nationale a ce plaisir d'avoir les autorités qui lui accordent d'avoir ces gens de privilèges. D'avoir ces gens de privilèges. C'est toujours, et c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Lorsque vous n'avez pas l'occasion d'être mis sur la salette, comme on le dit, lorsque vous n'avez pas l'occasion d'être confronté aux défis de l'heure, lorsque vous n'avez pas l'occasion d'être appelé à la table des grands, comment pouvez-vous vous comporter en grand? Lorsque c'est pour couvrir les chrysanthèmes, les séminaires, les ouvertures, les dons de ci, dons de ça, comment pouvez-vous être une presse impactante? Comment pouvez-vous être, lorsque vous n'avez pas un environnement économique alléchant, confortable? Il fut des années où on dépensait des milliards pour la presse internationale. Dans ce pays, heureusement, ça s'est corrigé. Mais est-ce que la presse nationale en a eu tant? Donc, lorsque j'ai dit ça, c'est pas que j'ai envie de dédouaner les acteurs du secteur. Mais je remarque déjà que depuis 1990, où le président Soglo offrait des conférences de presse régulières à la presse nationale, en gestation d'ailleurs, à une presse nationale en gestation, depuis ce temps Soglo révolu, le Bénin n'a plus eu droit, les médias béninois n'ont plus eu droit à ce plaisir. Le président Yahi n'a jamais fait de conférence de presse. Il a l'habitude de rencontrer les médias. Kérékou ne l'a jamais fait avant lui et le président Talon n'en a pas fait non plus. Il y a des moments d'interview. Mais l'interview, il y a toujours un briefing avant une interview, avant un entretien. Donc, pas de ce qui est que vous ne pouvez pas aller à l'abordage, vous ne pouvez pas prendre un chef d'État et aller à l'abordage avec lui. Il faut nécessairement un cadrage. Un cadrage, c'est vrai que les journalistes se donnent quelques libertés de relance. Et on l'a toujours vu, que ce soit avec les journalistes du pays, avec le président Talon, que les journalistes internationaux avec lui. On sent quand même que de temps en temps, au-delà du cadrage, il y a quand même qu'il y a des relances qui lui permettent de sortir un peu du carcan. C'est quoi le risque lorsqu'on exagère un peu, lorsqu'on a envie d'aller un peu plus loin, lorsqu'on pousse un peu loin le bouchon? C'est que le chef se fâche, c'est ça? Non, moi je n'approche pas le président Talon, mais je le regarde, je le suis beaucoup, et j'ai suivi tous les entretiens qu'il a eus. Je pense que c'est un homme ouvert. Disons qu'il arrive à répondre aux questions. J'ai senti un peu d'agacement avec RFI et France 24 par rapport à la question Mandougou en ces temps-là, quoi. Donc, au moment où il poussait un peu, il me semble que RFI France 24 demandait s'il pouvait avoir d'amnistie. Là, le président était très faible. Et quand ils ont insisté, il a senti un tout petit peu d'agacement, mais tout le monde peut être agacé. Et je pense que le président Talon se livre volontiers à ce jeu, mais on aurait été, personnellement, moi, j'aurais été ravi de le voir offrir cette chance quand même à un plateau, même si ce n'est pas tout le monde, à une brochette quand même de journalistes locaux qui, au moins une fois l'an, comme le gouvernement vient de décider d'aller sur le terrain désormais une fois l'an pour peut-être prendre le pouls de la population et échanger, c'est peut-être l'occasion aussi. Il y a quelques années, on voyait quand même notre presse fonctionner d'une certaine manière. Il y avait une certaine liberté d'expression, liberté de critique. Il y avait cette facilité-là qu'avaient les journalistes d'aborder même les questions fâcheuses. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout le monde s'aligne.
C'est comme si personne n'a envie d'égratigner. Et donc, ça donne l'impression que la presse n'existe même pas. C'est ce qu'on entend dans l'opinion. Vous ne voyez pas aussi les choses un peu comme ça? Pas du tout. Et là, moi, je pense que nous laissons trop aller à ce qu'une certaine opinion dit. Et c'est ça un peu le hic. Ce que vous dites là, on a entendu sur Kérékou. Les contrats, n'oubliez pas que, avec son organisation des droits de l'homme, Joseph Jogbenou, a stigmatisé des contrats sous le président Kérékou, où il y a eu, dans Sinouri Beto, il est maintenant à l'université, c'est un confrère, vous le connaissez bien, Fernand, mais il y a eu un rapport, il y a eu une étude, déjà sur le président Kérékou, il stigmatisait des contrats. Sous le président, on a stigmatisé des contrats. Aujourd'hui, on stigmatise des contrats. Oui, c'était des cas isolés, non? Il n'y a pas de cas isolés. On parle du ton qu'il n'y a pas, il n'y a pas on ne laisse pas l'opposition, la presse est monocolore, je pense. Moi, je pense que c'est un procès qu'on fait aux médias. Parce qu'on estime que les médias doivent être en opposition. En réalité, on ne comprend pas que la presse évolue dans le cadre de la société dans laquelle elle est, comme les partis politiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'un organe de presse dise s'il n'y a pas d'information? Lorsque vous avez une opposition qui ne bouge pas, lorsque vous avez une classe politique à tordre, lorsque vous avez des intellectuels fades, timides, incapables de produire de la pensée, comment vous voulez que les médias, vous voulez qu'ils produisent l'information? Les médias n'inventent pas. Les médias relaient, éduquent et distraient, dit-on. Alors, donc, quand vous avez cette classe politique que j'ai décrite, cette classe intellectuelle, qui sont ceux qui animent alors les médias? C'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est dans la même race d'actoricité et de timidité, d'absence de connaissances poussées. Nos médias, qu'est-ce qu'on fabrique dans nos écoles? Avant, on a dit non, les gens fabriquent sur le tas. Moi, j'en suis un. Et fier, mais moi, j'ai fait du droit à l'université. Après, j'ai fait de la communication. Après, j'ai fait de la gestion des ressources humaines. Après, j'ai fait du droit de l'environnement. Après, j'ai fait du droit des élections. Un package. Alors, j'ai assez de leviers sur lesquels moi j'appuie quand j'interviens. Combien? Moi, je me dis, je suis un intellectuel. Et je n'ai pas honte de le dire. Enfin, je suis fier de le dire. Je n'attends pas qu'un autre le dise à ma place. Combien de journalistes peuvent le dire? Autant. Combien ont cette connaissance? Combien peut opiner sur des questions? Mais lorsque vous faites cela, on a l'impression que quelqu'un vous commande un travail. Parce qu'il est capable de le faire. Un journaliste doit être en mesure de se prononcer sur les grands défis de l'heure. Il ne peut pas être là à répéter mécaniquement ou à relayer uniquement ce qu'on fait. Combien parmi la presse, dans la presse, peut le faire? C'est là la grande question qu'il faut se poser. Lorsqu'un phénomène arrive, lorsqu'un événement se passe, 2019 par exemple, il y a eu la question des réformes. La classe politique devrait aller aux élections avec les nouvelles réformes. Mais lorsque le grand débat a commencé, les certificats de conformité, combien pourraient opiner sur la question? La question de savoir... Combien osaient opiner sur la question? Non, pouvaient. Parce que si c'est osé, non, et pouvaient parce que... Les gens pouvaient, mais les gens n'osaient pas. Non, il n'y avait pas osé, il y avait simplement dit à la classe politique de l'opposition d'aller aux élections. Parce qu'en réalité, les réformes ont été faites avec l'assentiment de tous et de manière consensuelle. Ensuite, ce que disait la Cour constitutionnelle était simple. Prouvez que vous êtes un parti politique au regard de la nouvelle loi. C'était tout. Regardez aujourd'hui. Il a fallu que le gouvernement aille sur le terrain enfin pour que le président se réveille. Il a fallu peut-être que certains Irénée Agossa prennent possession de son parti ou crée son parti pour qu'au moins on sente une animation de la vie politique du côté de l'opposition. Comment voulez-vous que la presse devienne une presse opposante? Les médias ne peuvent pas faire de la politique. Les médias sont en mesure de commenter l'actualité politique. Mais les médias ne peuvent pas se substituer aux partis politiques. Les médias ne peuvent pas faire de l'investigation, faire comme l'inspection des finances peuvent le faire. Aujourd'hui, combien d'administrations peuvent vous ouvrir leurs portes pour que vous fassiez l'investigation? Et pourtant, ça se fait. Lorsqu'une situation arrive, vous donnez la parole aux différents camps. Vous sortez. Il y a des petites investigations dans la presse, que ce soit de l'opposition à la presse qui critique l'action du gouvernement, comme la presse qui appuie. Mais il est évident que les informations sont circulées. Est-ce qu'il y a une information que les médias béninois ne relaient pas? Est-ce qu'il y a une information que les médias béninois cachent? Aujourd'hui, avec le 5e pouvoir, les réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher. Donc alors, quel lien faut faire alors la presse? Moi, je ne le trouve pas. On dit que les gens, il y a les griots, les clés du pouvoir. Non.
Moi, je trouve que c'est petit. Ceux qui disent ça, je pense qu'il y a un nivellement. Ils ne comprennent pas le rôle des médias. Les médias doivent éclairer la lanterne de l'opinion publique. Et si nous, dans nos pays sous-développés, nous avons le devoir d'expliquer. Nos médias ont à se parfaire. Et là, moi, ça me fait mal. Parfois, quand j'entends des journalistes parler de clébés, parler de systèmes, je dis non, c'est de l'ignorance, c'est de l'inculture. Il faudrait que nous puissions comprendre que les médias, regardez en Europe, les médias que nous copions, ce phénomène, comment ils expliquent. Il faut au bout. Maintenant, après, vous pouvez être d'accord et ne pas être d'accord. Mais lorsqu'on me dit que le certificat de conformité, je reste là d'abord, quand on me dit que le certificat de conformité, que c'est une nouvelle pièce, je dis non. Je démontre, je suis en preuve du contraire. Je suis prêt à rencontrer n'importe quel agrégé d'université et qu'on fasse. Je dis que ce n'est pas vrai parce que vous devez être parti politique agréé au même titre. Lorsqu'on parle d'éveil par rapport à la nouvelle loi, lorsqu'on parle de parlement monocolore, je dis qu'il n'y a pas de couleur parlement. Il y a des élections. On va certainement l'aborder dans une des quatre, d'accord. Donc, c'est pour vous dire clairement que quoi? Qu'en réalité, aujourd'hui, il y a un débat qui est là. Par exemple, la question donc des fonds Covid. Par exemple. Alors, les fonds Covid, il y a une publication qui est faite sur le site du ministère des Finances, de l'économie et des Finances. Normalement, on devrait déjà savoir qui a pu le faire. Situer les réclamations, tout au moins. Parce que c'est une communication officielle du gouvernement? Pas évident. Donc ça montre que quoi? Ça montre qu'en réalité, nous avons des cadres, des hommes politiques, des cadres qui sont dans leur jeu à eux. Et lorsque vous... Il y a l'esprit d'investigation qui fait également défaut au niveau des journalistes, c'est ça en plus? Oui, c'est vrai, mais avec quels moyens? Quel est aujourd'hui le marché des médias au Bénin? Quel est le modèle de l'entreprise? Je vais utiliser l'expression de Jean-Vianney Achani. C'est sur quel écosystème les médias fonctionnent aujourd'hui. Avec le cinquième pouvoir que sont les réseaux sociaux, les médias classiques devraient se réorganiser, se réinventer. Et c'est pour ça que moi, lorsque le président Talon a formé son gouvernement en mai 2021, et n'a plus nommé un ministre de la communication, mais c'est les médias qui les ont pris encore, qui n'ont pas de tutelle. C'est grave. C'est grave. Les médias libres n'ont pas besoin de tutelle. Les médias devraient être heureux. Aux États-Unis de 2002, on a souhaité qu'il n'y ait pas de ministère de la communication. Les médias devraient être heureux et saluer cette innovation, cette vision du chef de l'État et aller vers la HAC pour voir avec elle comment créer, comment donner forme au nouvel environnement. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Heureusement qu'entre-temps, ils ont lancé une relecture des textes des fêtières. Et, il y a une restitution à laquelle j'ai été associé, incidemment président du Présidium. Il y a eu des préconisations, mais là encore des polémiques. Polémiques sur des aspects qui ne sont même pas pour moi les plus importants. Élection, désignation des membres à la HAC ou à la Commission des droits de l'homme. Alors, élection, désignation. La loi dit désigner. Alors, on a choisi une option à un moment donné de lire. Les fêtiers disent qu'il faut revenir à la désignation. Ça fait l'objet du débat. On en parle comme si c'est quelque chose de nouveau, avec de particulier. Or, il y a la question même de l'avenir des fêtières. Les fêtières là, aujourd'hui, loi 1901, est-ce qu'elles peuvent continuer à impacter? Est-ce qu'elles peuvent continuer à rassembler? Est-ce que l'assainissement dont on parle, est-ce que les défis de demain peuvent se faire autour des fêtières? Moi, je me suis laissé aller à dire qu'il faudrait peut-être pousser la réflexion pour voir est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de créer un ordre des journalistes ensemble avec la HAC, sous l'égide de la HAC, créer ce projet. Parce que la HAC étant l'institution qui garantit, qui protège la liberté de presse selon l'article 24 de la Constitution, faudrait-il pas s'appuyer sur la HAC pour avoir un modèle d'ordre et permettre un peu plus de l'ordre, finalement, je me répète, à l'intérieur de la profession. Aujourd'hui, n'importe qui entre, n'importe qui sort, ça tourne, ça va, ça, et n'importe qui parle au nom de la profession. On ne peut pas organiser de cette manière-là. L'ordre, une chambre ou une interprofessionnelle, il y a à réfléchir sur quel est le modèle. Lorsque vous réglez la question du modèle fêtier, vous réglez la question les patrons doivent régler la question du modèle économique, la question du statut du journaliste, c'est-à-dire sa rémunération, sa sécurité, son avenir, son indépendance. Et là, vous allez voir que
progressivement, les problèmes que vous posiez, que nous posions, pourraient trouver solution. Mais dans l'univers actuel, où les gens avec 5 000, 10 000, le patron de presse qui a tout ça dans son sac, caché, tout. Et justement, des gens qui n'arrivent pas, qui regardent l'homme politique comme le Dieu, qui regardent l'opérateur économique qui lui pique un peu comme le Dieu, qui est incapable de soutenir un débat. Et donc, du coup, il devient un mendiant. Et on oublie même que les journalistes sont au niveau aussi universitaire. Vous voyez, il y a une loi organique, disons, une révision de la loi organique qui est en cours à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas à quel moment cette émission va être diffusée, s'il n'aurait pas déjà débattu de ça. Mais je pense qu'il faut aider la profession dans sa restructuration. Nous pensons, le Bénin aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui ne peut avoir d'impact que dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc il faut bâtir en regardant plutôt dans 5, 10, 15, 20 ans que de regarder aujourd'hui. Donc moi, je voudrais demander aux députés et à la Cour constitutionnelle qui va peut-être retrouver ces documents après, et au gouvernement, pourquoi pas, de veiller, à la RAC également de s'impliquer pour que les idées nouvelles portées par la profession elle-même, par les fêtières, soient analysées et peut-être accompagnées pour le bien de la profession. Moi, je pense que les réponses viendront de là. Inch'Allah. Nous allons passer à la deuxième question. Donc, la couleur jaune. Vert, jaune, rouge. Vous avez choisi d'aller dans le sens. Vert, jaune, rouge, voilà, exactement. Vous êtes un journaliste, analyste politique. Pensez-vous qu'à la prochaine législature, on aura des opposants vrais sur les bancs de l'hémicycle? Opposants vrais. Opposants vrais. Est-ce qu'il y a des opposants faux? Ah oui, il y a des opposants quand même. Il y a des gens... Non, vous savez, c'est ça un peu aussi le problème des médias. Moi, je regarde la France aujourd'hui. Je suis beaucoup l'actualité internationale. Et je regarde la France, mais vous demandez quoi? Pendant longtemps, j'ai comme modèle un pays comme l'Allemagne. Pas pendant longtemps, j'ai comme modèle un pays comme l'Allemagne. Et je trouve que le système allemand répond mieux à notre démocratie de la base vers le sommet, même si on n'a pas des États fédérés comme en Allemagne. Et donc, en tenant compte de la démocratie, je trouve que le modèle allemand. Et là-bas, il n'y a pas de limite au niveau des Länder, comme au niveau national, aucune limite aux alliances. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'alliance contre nature. Tant que vous vous entendez sur le modèle du gouvernement, le modèle de gestion des affaires publiques, vous y allez. Actuellement, c'est une grande coalition qui est en cours en Allemagne. Depuis 2002, pratiquement, la chancelière Merkel a évolué chaque grand parti d'opposition pratiquement parce que c'est le modèle de grande coalition. C'est quoi la grande coalition? C'est que les deux grands partis, qui sont le Parti social-démocrate et le Parti chrétien-démocrate, se rassemblent, alors que c'est eux les grands partis. En France, pendant longtemps, c'est impossible. On parle d'alliance contre nature, on ne peut pas front anti-républicain, front républicain. On trouve que c'est déjà à se vendre que quelqu'un de la droite partit avec l'autre. Oui, c'est un blocage. Quand Macron est arrivé, aujourd'hui on en est où? C'est les extrêmes qui ont gagné les élections législatives du 12 juin. C'est les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême de Mélenchon, de la gauche, qui est en tête, et l'extrême de Marine Le Pen qui vient au troisième rang. Alors, finalement, au milieu, le parti présidentiel, l'alliance présidentielle. Ça montre quoi? Ça montre que c'est où est l'opposition en France? Alors, finalement, les Républicains ont 12%. Et lors du second tour, maintenant, avec le jeu des triangulaires ou des transferts de voix, le parti présidentiel aura sa majorité. Peut-être pas la majorité absolue. Et donc, s'il a la majorité absolue, il gouverne seul. Il y aura à l'intérieur d'opposition. Ils vont faire même des motions qui vont être battues. Et ils vont tout parler. Mais après, le gouvernement va faire sa politique et aller jusqu'au bout de sa logique. Alors, de quoi, qu'est-ce que vous appelez opposition? Quand ça bavade, et après, bon voilà, on vote, on va dire vote mécanique. Quand ça critique, pas bavarder. Quand ça critique, quand ça relève les points d'ombre, les points faibles, quand ça relève les insuffisances, etc., c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Et pourtant, de 91 à
à 2019, on a tous stigmatisé des choses et des lois mal lues, le contenu, parfois en opposition, en contradiction, des lois incapables d'être, des lois qu'on n'arrive pas à appliquer parce que les gens même n'existe pas. Oui, mais donc finalement, alors, moi, je me donne le bonheur d'analyser. Je dis, si de 90, 91, parce que les gens disent, mais voilà, les grands, oh là là, il y a eu des parlements où vraiment... On avait des débats houleux. C'est vrai, on en a connu avec... C'était intéressant. Et la presse avait du grain à moudre. Mais aujourd'hui, on a l'impression que... Bavarder, on sait le faire. Alors, et à l'action. Est-ce que c'est du bavardage qu'on a besoin en Afrique aujourd'hui? Est-ce que dans ce pays-là, c'est du bavardage? Moi, j'estime que, ouais, nous devons faire chacun sa démocratie. Pendant que l'Afrique bavarde, les pays asiatiques travaillaient. L'Afrique bavardait, se chamaillait, parlementait, cherchait sa démocratie prête à porter. Les autres pays fonctionnaient. Aujourd'hui, quand en Russie, en Ukraine, ça ne marche pas, l'Afrique tremble et parfois tend à rompre. Et on dit non, hein, comment se fait-il que la Russie et l'Ukraine, la guerre là-bas peut impacter? Et ceux qui le disent sont des intellectuels qui devraient pouvoir le savoir et auraient dû alerter qu'on devrait travailler. Un pays qui est vert, on a des universités d'agriculture, enfin, après une dizaine d'années. Mais combien de personnes s'investissent réellement? Combien d'études? Un pays qui fabrique des docteurs en tout. Mais le laboratoire servent à quoi? Ces docteurs produisent quelle richesse? Alors donc, les bavardages universitaires, je fais des études supérieures, je tends à avoir mon doctorat, donc que les docteurs ne m'en veulent pas du tout. Lorsque vous dites bavardage universitaire... Oui, donc c'est pour ça que je voulais déjà bémoliser. C'est pour ça que je voulais bémoliser en disant j'en suis un, je ne suis pas docteur, mais j'ai accumulé pour l'être et je travaille à l'être. Donc du coup, les bavardages d'université, ça vous dit quoi? À l'université, c'est la science. En fait, c'est l'empirisme, c'est la doctrine. Donc, c'est en dehors des laboratoires qui expérimentent, mais même l'expérimentation n'est pas l'action. Donc, du coup, en parlant du bavardage universitaire, c'est une manière à moi de montrer que ça doit se transformer en action. Depuis 1991, peut-être qu'on a eu un parlement de 64 personnes, beaucoup d'intellectuels. C'était le début du renouveau démocratique. Donc, ceux qui n'étaient pas au gouvernement et dans les institutions étaient au parlement. Bon, mais après ça, c'est un parlement. Même aujourd'hui, bon, on aura 24 femmes de plus. Je ne sais pas combien seront vraiment utiles et actives. On aura un parlement de... Donc, que ce soit multicolore, bicolore ou monocolore, comme vous le dites, moi, ça m'est égal. Les partis politiques animent la vie. Il faut dire qu'ils commencent par animer la vie politique nationale. Nous proposons d'alternatives. Face à la vie chère, vous avez entendu quel parti politique d'opposition proposer l'alternative? Alors, si vous n'avez pas d'alternative dans le débat courant, à quel moment vous allez faire l'alternative pour aller aux élections et gagner? Donc, pour moi, c'est égal. Moi, je n'ai pas de position dogmatique sur cette question-là. Une élection, elle est inclusive. Et une élection, moi, je ne connais pas ce terme inclusif. Une élection, elle est plurielle, elle est transparente et elle est surtout sincère. La pluralité voudrait dire qu'on l'ouvre à tout le monde, selon les lois de la République. La transparence voudrait que les mécanismes de contrôle soient en place pour que tout le monde ait droit au contrôle, à des niveaux, à tous les niveaux. Et enfin, la sincérité voudrait dire que les résultats des urnes se reflètent dans les résultats proclamés. Donc, après de moment, moi, tout ça est réglé. Le reste n'a plus trop... Vous me voyez comme opposant ou comme quelqu'un de la monocolore. Vous êtes journaliste, vous êtes neutre. Non, le Parlement n'est pas... Non, il n'y a pas de neutre au Parlement. Le Parlement, c'est tout le monde qui va. Un journaliste, un homme d'affaires, un militaire, tout ça. Donc, d'abord, vous dites quoi? Que donc, vous et moi, on peut être dans un cas, on peut être dans un autre, pour peu qu'on choisisse de faire de l'action politique. C'est un clin d'œil pour le porte-parole du gouvernement, qui fait des nôtres. Donc, c'est pour vous dire quoi? La monocolarité, la bicolarité, ça c'est les débats non, c'est les débats de politiciens, des gens qui cherchent des raccourcis. Ils n'ont qu'à travailler. Vous travaillez, vous investissez du terrain, vous proposez d'alternatives, vous préparez vos dossiers, vous irez aux élections. Et si le peuple vous donne son onction, vous serez au Parlement. Nous allons passer à la troisième et dernière question. La carte rouge.
Alors, un homme politique a dit dans ce pays, nous n'allons pas manger les pavés. Entre de belles infrastructures avec le ventre creux et le ventre rempli sur des espaces publics moins somptueux, que choisirez-vous? Il n'y a pas à choisir, il y a à établir un équilibre. On ne peut pas... Regardez le projet d'asphaltage, comment ça a changé le visage de Cotonou et de certaines villes. On a besoin à un moment donné, quand on s'est rassasié tout le temps, que de se serrer, de se sacrifier pour la nouvelle génération. Quand vous regardez le vieux pont, moi je regarde toujours le vieux pont de Cotonou là, et j'imagine tout le travail qui a été fait. Je regarde le WAF, l'ancien WAF, je regarde comment des gens se sont sacrifiés, des nôtres, des blancs, pour que tout ça soit ce qu'il est. Je pense qu'on a besoin de ça. À un moment donné, il faut faire le sacrifice. Il faut faire le sacrifice à un moment donné. Oubliez un peu le ventre. Non, personne n'a le ventre creux. Personne. Quand vous dites ça, on dit, ah, mais on a l'impression que lui n'est pas payé. Je suis dans le pays. Je circule dans le pays. Je vais à l'intérieur. Personne. Mais le gouvernement m'a reconnu que les gens ont le ventre creux. Non. Oui, le gouvernement utilise les langages accessibles à ceux qui les utilisent. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Personne n'a le ventre creux. Personne n'a le ventre creux. Vous travaillez, vous mangerez. Mais on a l'impression que, mais le dire comme vous le dites, personne, ce n'est pas insulter un peu la faim. Personne n'a le ventre creux. Je viens d'un village dans lequel je regarde les populations, les gens, ils n'ont pas le ventre creux. Ils ont besoin du bonheur. Ce que Albert Iwadi appelle du minimum social commun. Et dans ce minimum social commun, on a besoin d'infrastructures. On a besoin de centres de santé. On a besoin d'écoles. On a besoin d'enseignants. On a besoin de marchés. On a besoin donc un peu de tout. Mais qui finance l'État? Comment? Si on met tout dans le social, dans les poches, dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère, il va rester quoi? Donc, moi, je suis dans le pays, quand on dit que... Moi, je regarde Cotonou, comment? Je n'ai pas vu crise de vie chère, l'ambiance que moi je vois, même en semaine, comment c'est animé. Comment les numéros des voitures, la série de l'immatriculation des véhicules changent. Comment des chantiers, ouais, on n'a pas de vie chère, mais les gens s'attaquent au ciment. Ça veut dire que la vie est chère, le ventre est creux, mais tout le monde on va quand même au ciment et au fer à béton. On va me dire, mais que le Benoît a besoin d'être chez soi. C'est vrai. C'est un luxe. Donc, si le Benoît est fier d'être chez soi, je le salue, je suis aussi, j'ai la fierté d'être chez moi. L'État est alors en bon droit de penser que le Benoît doit être fier de rouler sur des belles voies. D'avoir un aéroport plus ou moins moderne, comme l'est finalement notre aéroport aujourd'hui. D'avoir des avenues, des routes, avec un peu de lampadaires, de lumière, avec quelques fleurs, avec du gazon. On a parlé de la présidence de la République, et il y en a qui ont... Mais quel bonheur! Mais quand vous y allez, quand vous avez regardé les trésors royaux, vous entrez, est-ce que vous ne vous sentez pas? C'est la première porte, c'est le plus grand domicile du Bénin. Quand les étrangers arrivent, c'est la vitrine. C'est là. Mais vous voulez qu'on soit encore dans l'imaginaire du Maga de 63? Ou dans les rafistolages du président Kérékou des années 2000. Non. Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, tout le monde se plaint parce que c'est le factuel. Dans quelques années, ils vont l'oublier. Ils seront tellement fiers. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais, après le président Talon, on a un président qui taille peu d'importance à ce qui est beau, à la beauté? On aurait déjà eu le mérite d'avoir ça. Qui préfère investir dans le social. Tous ces gazons qui ont été plantés, etc., quel sort? Non, regardez-moi, aucun président, même s'il vient de régions où il ne connaît pas les pavés, où il ne connaît pas les gazons. Moi, je viens quelque part, on connaît l'herbe, on connaît la verdure, mais on n'utilisait pas les gazons. Nous plantons tous des fleurs à la maison, mais moi, nous n'arrosons pas tous nos fleurs à la maison. Je viens du village, donc je suis fier de venir de là. Mais, comme je vous l'ai dit, quand on vient à Cotonou, quand on a vocation à diriger les Béninois, quand on a vocation à être un homme public, on doit apprécier, on doit avoir quelques postures. Parce que le président Talon nous a ramenés à un niveau du beau. Lorsque vous avez fini de concevoir et d'agir, vous devez embellir votre action. Si vous n'embellissez pas le travail, comment voulez-vous que l'autre regarde avec fierté ce que vous avez fait? Quand vous l'investissez de manière brouillonne, comment voulez-vous que ça ait de l'impact? Je pense qu'on ne va pas mettre tous les sous dans ça. La conception, l'exécution et l'embellissement. Même un président qui va revenir ne peut jamais remettre en cause l'embellissement.
Après, c'est une affaire d'exigence du moment. D'exigence du moment. Le curseur peut être ici ou là. Mais aucun président, je vous dis, aucun ne peut mettre les sous dans le panier de qu'on appelle de la ménagère et abandonner les fonctions régaliennes, régulatrices. Les fonctions régaliennes, régulatrices de l'État. L'école, les routes, les centres de santé, le marché, les routes, la consommation. L'eau, etc. Exactement, l'eau, la lumière, un certain nombre d'infrastructures de base qui permettent quand même aux populations. Vous et moi, lorsque nos véhicules ne roulent plus sur les pavés, d'abord au départ, c'est dans l'eau. L'eau de Cotonou, par exemple, l'eau de nos villes mal loties, mal assainies. Aujourd'hui, avec les pavés, on ne roule pas dans. Donc, on fait économie avec nos motos. Déjà, on économise les frais de réparation. On ne le sent pas. Donc, c'est déjà du social, on ne le voit pas. Ensuite, des pavés aux voies bitumées. On ne le sent pas. Les ateliers de Cotonou, de Porto Novo ou de Paracoucou ont été refaits. Mais imaginez les boutiques qui ont fleuri. Imaginez les prix des parcelles qui ont grimpé. Imaginez les prix des boutiques qui ont grimpé aussi. Mais imaginez tout ce que ça offre aux riverains. On va me dire que ça permet la consommation également. Je pense que c'est une courte vue de penser qu'il faut séparer le pavé de la consommation. Le pavé qui est globalement l'infrastructure, oui. Comme chez nous, comme on le dit. Oui. Je pense qu'il faut mélanger. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Il faut établir un équilibre. Nous sommes des bâtisseurs de ce pays de demain, on ne le sait pas. Mais ce que nous vivons, l'endurance, la résilience dont nous parlons, demain nous serons des acteurs, plus ou moins, qui auraient fait partie aussi de cette aventure de résilience. Merci, Agapit Maforika.